Georges, où es-tu? Georges est là, voilà, ça y est, c'est bon, on peut commencer. Bonjour Georges, le compte à rebours est allé trop Bonjour, vite. bonjour à tous. Oui, donc c'est un compte à rebours, très rapide. Voilà, pourtant j'avais mis 2 minutes, tu vois? Ouais. C'est bref, on va commencer par un sujet, Alors heu déjà juste, je souhaiterais, dire, désolé, je suis en retard, la soirée était très, très longue hier. C'était la soirée, organisée par, le groupe d'amitié, l'association des amis de Coralie Delhomme, donc en mémoire de Coralie Delhomme, qui nous a quittés malheureusement, trop rapidement, en raison d'un cancer et qui nous a laissé quelques ouvrages et un très beau travail intellectuel sur, qu'est-ce que l'Union européenne, comment elle fonctionne, quels sont ses travers, qu'elle a décortiqué, heu, très en détail. Et puis aussi un livre, alors c'est aussi pour ça que je suis légèrement en retard, je cherchais, je ne le trouve plus dans la bibliothèque. Il est rangé pas au bon endroit, mais que je vous invite à lire, si vous ne la connaissez pas. Elle a écrit des livres avec David Kayla aussi, qu'on salue, qui est venu ici plusieurs fois. Mais elle a écrit un petit livre, son dernier livre avant qu'elle décède, qui s'appelle Nécessaire souveraineté, et où elle articule souveraineté nationale, souveraineté populaire, c'est-à-dire la démocratie, et enfin le social, la question sociale. Donc c'est une sorte de triptyque sans lequel il n'y a plus réellement de politique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est quelque part là maintenant, quand on analyse le, le déficit démocratique en France et en Europe, eh bien, il n'y a plus tellement de souveraineté nationale. Elle a été transférée à des instances supranationales comme l'Union européenne, ou tout simplement à des oligarques ou à des multinationales. Et on a l'État a de moins en moins de moyens, en fait, d'agir comme il le souhaite. Le politique ne décide plus réellement des lois de la nation. Résultat des courses, la souveraineté populaire, la démocratie est faible, beaucoup d'abstention, beaucoup de Français qui n'y croient pas. On repense à nouveau euh, 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 au référendum sur le traité constitutionnel européen, qui n'a pas été respecté, qui a été le début de ce désamour, plutôt de l'impression par les Français qu'on les prend pour des imbéciles. Et le social, la République sociale qui s'effondre par petits bouts en déconstruisant ce qu'avait fait le Conseil national de la résistance. Donc voilà, c'est important de le rappeler puisque c'est alors d'abord, c'est Coralie Delhomme, c'est une association qu'on a créée avec, ses proches, ses amis, sa famille, ses collègues, ses collaborateurs, ceux qui ont travaillé avec elle après son décès. J'ai l'honneur, d'en faire partie, hem, et c'est vraiment une matrice intellectuelle pour comprendre le monde. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller lire Nécessaire souveraineté. Et salut à tous les amis et copains de l'association Coralie Delhomme. Merci Georges pour ce rappel effectivement sur le travail de Coralie. C'est important de le rappeler. C'est important de rappeler que ce sujet, ça fait longtemps que beaucoup le traitent et que même s'il est invisibilisé par les médias, bah, la souveraineté est d'autant plus nécessaire aujourd'hui avec les changements que le monde, on va dire, sont en train de se passer dans le monde. On va commencer par un Et non, sujet. Darrell Falcon, c'est pas la vodka. Il n'y avait pas de vodka, c'est pas de l'argent à la maison, Coralie Delhomme, enfin les amis de Coralie Delhomme, c'est plutôt vin rouge. Donc on va parler d'un sujet qui moi m'a m'a fait rire jaune, si on peut dire ça comme ça, qui est que aux États-Unis, un, député ou sénateur, texan s'est dit que, bah, les Chinois, c'est le mal, le péril jaune, comme on l'appelait, à l'époque d'Edgar P. Jacobs dans Le secret de l'espadon, et que donc il fallait les gens qui utiliseraient, l'IA chinoise, donc DeepSeek, beh, ils pourraient prendre 20 ans de prison. Et c'est d'autant plus étrange dans un État qui vend ça. Par exemple, alors oups, alors j'ai bien sûr, j'ai fermé l'onglet que je voulais. Voilà, je vais vous montrer, qui vend par exemple des flingues pour les enfants. Alors ça ne pose aucun problème, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple,
Alors ce monsieur ici a toute une panoplie de fusils, donc pour avoir, son premier comment ça s'appelle? Son premier fusil d'assaut. Alors il faut savoir que les Américains sont tellement forts qu'ils arrivent à vendre même des AR-15 pour enfants. Que genre, ça, on considère que c'est de la bonne parentalité aux États-Unis. Par contre, une IA chinoise, c'est 20 ans de prison. Et aussi, les œufs Kinder sont interdits aux États-Unis parce que trop dangereux. Par contre, j'ai trouvé un site américain qui considérait, alors peut-être parce que ça fait partie de la politique d'envoi des armes des Américains en Ukraine, donc ils envoient des œufs Kinder, c'est peut-être des grenades, hein, dans l'esprit des Américains, vu que c'est tellement dangereux que c'est interdit aux enfants là-bas, mais que les AR-15 sont autorisés, qui veulent les envoyer aux enfants ukrainiens. Donc ils envoient des paniers d'œufs Kinder aux enfants ukrainiens, œufs qui ne sont pas autorisés aux propres enfants américains. Voilà. C'est Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Georges, sur cette crainte irraisonnée, justement, que des Américains au point de vouloir criminaliser, genre, l'utilisation d'un outil en ligne? Bah, la liberté, d'expression, c'est bon quand ça vient de nous, pas des autres. Voilà, point. C'est téléphoné. C'est ce que pensent, beaucoup de dirigeants et leaders américains. Et puis, c'est les réactions, de la bête blessée, de l'empire américain qui, petit à petit, s'étiole, alors qu'il ne disparaît pas. Les États-Unis sont super puissants et ils le resteront très longtemps et puis je pense qu'ils vivraient très, très bien dans un monde multilatéral, mais il y a ces réactions dangereuses, de l'ours qui se sent l'éléphant qui se sent blessé et qui donne des coups, à gauche, à droite, hem, craignant de disparaître alors que c'est juste son hégémonie qui s'en va, c'est ce qui est légitime. Parce que tous les peuples et les pays n'ont pas à supporter l'hégémonie des États-Unis. Et donc ça fait des réactions, un peu étranges, tant sur le plan géopolitique que sur le plan intérieur. Et donc voilà, il faut interdire ça. Alors le problème, c'est que ça va faire à force, je pense, ça fera des réactions. Parce que demain, on pourra parfaitement avoir des gens qui disent: «Ah bah non, on va regarder que des petits dessins animés chinois et plus Walt Disney, c'est interdit, on bloque». J'espère qu'on évitera ça. Et voilà, si on veut un monde ouvert, eh bien, il faut accepter, que les autres, fassent aussi, fassent de la production intellectuelle, et des IA et puis voilà et saine concurrence, comme on dit, puisque les Américains, aiment bien la concurrence, soi-disant, mais tant qu'à faire mieux. Mais alors il faut savoir que quand même historiquement aux États-Unis, la la poursuite de gens, même, l'emprisonnement, hein, il faut se souvenir que Les raisins de la colère de John Steinbeck, hein, pendant l'ère McCarthyisme, c'est considéré comme un livre dangereux. Ça pouvait valoir des poursuites. Alors je parle même pas, du des œuvres de Marx ou Engels qui étaient alors, ça c'était, direct prison quand même, mais des livres comme Le meilleur des mondes, Naftison, L'âge de la raison de Sartre ou même Le talon de fer de Jack London, c'était considéré comme des livres ultra dangereux et par certains États, c'était, voilà, vous étiez cassé un rouge subversif immédiatement. Donc ils ont un long, passé de ça, mais c'est vrai que c'est très dangereux les livres, mais les AR-15 pour les enfants. Donc la R-15, c'est l'équivalent de la Kalachnikov, mais version enfant. Ça, il y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe de ce pays où, effectivement, l'apologie du nazisme, pas de problème aux États-Unis. Dire, Bon, le ça c'est KKK, c'est bien. leur 14e amendement, pardon, c'est le premier amendement américain que moi je trouve très intéressant, dont l'une des conséquences, c'est que tu peux faire, heu tu peux faire une forme d'apologie du nazisme. Mais c'est pas l'apologie du nazisme qui est intéressant, c'est le premier amendement, c'est que la liberté d'expression est garantie. Je crois que c'est quand même quelque chose d'important. C'est pas ça le problème. Voilà, ils ont un souci avec les armes. Je vous renvoie au très bon documentaire de Michael Moore, Bowling for Columbine, Mmh. où il allait justement. Lui, c'était, alors, c'était pas un enfant évidemment, mais il allait dans une banque et la banque offrait un fusil au moment de l'ouverture d'un compte ou un fusil d'assaut. Et donc il choisissait son fusil et il y a cette scène amusante où il dit: «Mais
C'est un peu bizarre, non? Qu'on rentre dans une banque, c'est la banque qui vous donne une arme. Je pourrais vous braquer, non? Bref, Mais bon, il y a quand même des limites, hein, au premier amendement, parce que tu vois les aventures de Tom Sawyer et Huckleberry Finn, par exemple, à l'époque du macartisme, ça passait pas le premier amendement, tu vois? Le truc, donc c'est quand ça les arrange. Il faut pas de critique de classe et pas de critique de l'Amérique raciste. Ça, c'est ça va pas. Par contre, le KKK, c'est bien, ça va, tu vois? Un peu, l'Amérique est un État particulier. On va enchaîner sur un autre sujet parce que c'est un sujet, on en a beaucoup parlé régulièrement, à République Souveraine ou même toi et cetera. C'est malheureusement, il y a eu un meurtre à Livry-Gargan, pas un fou, qui, ce qui se passe, c'est qu'il avait été considéré en 2015, il avait déjà tué quelqu'un et il avait été considéré comme fou allié, donc irresponsable pénalement. Il avait été emprisonné, il a été relâché et il retue. Alors, on dit que statistiquement, c'est très mmh. rare, mais surtout, bah, c'est le problème de la psychiatrie, actuelle, il y a pas de place. Donc on relâche des gens qui sont dangereux. Alors qu'est-ce que toi tu peux nous dire là-dessus, Georges? Ouais, je peux dire ce qu'on en avait dit ici, en interviewant, cette, jeune, infirmière, hem, en psychiatrie dont le prénom m'échappe et dont Axel Axel. Ballet, Axel Ballet, dont le merci à la régie, dont le témoignage avait été, frappant, comme le sont les témoignages de tous les soignants qui travaillent dans les institutions psychiatriques. Alors on sait que l'hôpital public est petit à petit détruit, la sécurité sociale détricotée et le parent le plus pauvre, c'est la psychiatrie. D'autant que le système d'asile tel qu'il fonctionnait avant a été supprimé, alors ce qui est une bonne chose aussi pour un certain nombre de patients, mais moins de place, moins de lits, moins de médecins, moins de soignants et plus de dureté dans la société, plus de chômage, plus d'individualisme, plus de gens seuls, plus de gens perdus, face, aux écrans, plus de schizophrénie, bah, fait que, tout un tas de fous, fous au sens strict, de gens dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Alors on parle quand même de 30 000, sur l'Île-de-France. Pas 30 000 personnes qui vont prendre des couteaux, et tuer des gens, mais 30 000 personnes, qui sont suffisamment pas bien pour faire quelque chose de contre eux-mêmes ou, quelque chose d'absurde qui pourrait entraîner, des dégâts sur les autres. C'est beaucoup. Ça montre, aussi un état, assez terrible de la société, pas seulement des institutions psychiatriques. Voilà, qui est assez tragique. Hem Alors certains et essaient de comprendre, hein, comment il a pu être lâché parce qu'il y a quand même plein de commissions d'évaluation et cetera et on parle de quelqu'un qui avait déjà tué et en plus avant le premier meurtre, il avait déjà fait une tentative de meurtre, du moins il avait déjà, presque tué quelqu'un donc on parle de Oui, mais quelqu'un après, c'est chaque cas particulier, il faut fouiller. Ça se trouve, il est tombé sur quelqu'un d'idéologue. Il y a tout un tas de gens qui sont dans ces commissions, qui considèrent qu'il faut absolument relâcher les gens, que tout ira bien. Et il y a des gens qui relâchent des violeurs comme ça, en rafale, de prison et bon, il y a beaucoup de récidives, avec ce genre de crime. Alors là, je parle de criminels. alors Hugo Le Témoignage système, j'en ai tant le système carcéral que le système, des hôpitaux, psychiatriques est très mal organisé et n'est pas en nombre suffisant pour les problèmes tant de criminalité que de problèmes de folie qu'on rencontre dans notre société. oui, surtout qu'on sait que depuis le covid, il y a eu on va dire, un boom, hein, des troubles psychiatriques, de manière générale et donc effectivement, ça a encore aggravé la situation. On Et puis la espère que violence, nourrit la violence. On a vu les chiffres cette semaine de la criminalité. Alors s'il y a une petite baisse du nombre de personnes qui ont été assassinées l'année dernière, le chiffre des agressions visant à tuer ou des agressions physiques, en particulier avec des armes blanches, et spécifiquement des couteaux, est en hausse considérable. Donc on est dans une ambiance là récemment, pas très loin de chez moi, à Bagneux, un jeune a été tué dans un lycée.
Saint-Gabriel, c'est une institution privée catholique, pas connue pour être spécialement violente. Là, on fait un reportage sur un collège dans le 15e arrondissement où les choses se passent très très mal, avec des guerres, des affrontements entre enfants, entre jeunes femmes, enfants, adolescentes, des gangs de filles qui se tabassent très très dangereusement. Deux sont à l'hôpital, donc on fera un reportage, vous aurez bientôt un reportage là-dessus. On a eu le jeune qui a été tué du lycée Montaigne, qui a été tué par deux autres lycéens pour un portable. On a eu un coup de couteau à Bobigny hier encore, entre jeunes. Euh, Ces gens-là ne sont pas fous, mais il y a une ambiance délétère. Et quand on est fou, on est nourri aussi par le monde, enfin fou, quand on est psychologiquement fragile, on est aussi nourri par le monde qui vous entoure. Et on a un monde tendu, un monde où le recours à la violence est une solution. Je pense que malheureusement, ça doit faire des petits dans la tête de ceux qui sont fragiles dans leur propre tête. Ah, il y a plusieurs commentaires. On a un commentaire sur TikTok de quelqu'un qui dit que on a l'impression, qu'on se fout de plus en plus du peuple et de sa sécurité. C c'est vrai que le cumul de toutes ces années de néolibéralisme, heu, fait que, bah, voilà, on se retrouve dans cette situation-là. C'est à force de détricoter tout ça, beh, on n'a plus de prise en charge. Je sais, j'ai une amie qui travaille en hôpital psychiatrique. Elle, m'expliquait très simplement que souvent ils ont des patients graves qui arrivent et donc ils doivent se réunir en commission d'arbitrage pour savoir, pour pouvoir accueillir le nouveau patient, quel autre ils vont laisser sortir. On en est à ce niveau-là et donc effectivement, souvent ils sont dans une espèce de calcul, lequel présente le moins de danger. Il ne s'agit pas de se dire lequel n'est sans danger, c'est lequel présente le moins de danger. Alors, Ah, oui, Laura nous décrit les juges et les psychiatres qui remettent en liberté ces individus devraient assumer pénalement et administrativement leurs responsabilités. C'est compliqué aussi, mais très certainement, il y aura quelque chose à revoir de ce côté-là, et en particulier dans le concept de responsabilité. tout à Marco fait. nous demande s'il y a des nouvelles du massacre en Suède. Ben, pas plus que vous. On ne sait pas de quoi il en retourne. Euh, C'est très flou. un fou ou si c'est un acte terroriste. Alors on va passer sur un autre sujet, Georges, qui est, heu, le plan de Donald Trump pour Gaza. Alors on a vu, que hier ou avant-hier, il s'est retiré, du, c'était le zut, c'est pas USAID, c'est UNWRA si je me trompe pas. Le groupe de L'UNRWA, oui. l'ONU qui s mmh? L'UNRWA, oui. Ouais, UNRWA, qui s'occupe des réfugiés, au Moyen-Orient. Il a dit, il considère que, la bande de Gaza, il l'a dit plusieurs fois, hein, ça pourrait être une super station balnéaire. Qu'est-ce que toi tu as à nous dire là-dessus? Ouais, c'est compliqué. On en a parlé déjà hier et plusieurs fois de la situation à Gaza et de ce que propose Donald Trump. Il faut rappeler qu'il a été très très largement soutenu par le lobby israélien dans sa campagne et que sa nominée à l'ambassade pour le poste d'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, ainsi que son secrétaire à la défense, sont tous les deux pour le Grand Israël. Ils l'ont déclaré devant la commission d'audition du Sénat. La proposition que fait Donald Trump, alors il l'a faite alors que Netanyahou était à côté de lui. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. C'était très intéressant de regarder Netanyahou. Netanyahou était choqué. Il avait les yeux ahuris et les mains crispées au moment où Donald Trump dit cela. Alors d'un côté, une partie de son gouvernement, et d'ailleurs Smotrich a immédiatement réagi en disant: «Eh oui, c'est exactement ce qu'on va faire, on va chasser tous les Palestiniens de Gaza et reconstruire et faire quelque chose de beau, vive le grand Israël.» Euh, c'est l'objectif des plus extrémistes du gouvernement Netanyahou, mais en même temps,
Netanyahou n'a pas beaucoup apprécié le fait que le président des États-Unis, de facto, lui dise, alors qu'il était devant lui, qu'il ne pouvait pas réagir: «Vous avez échoué à reprendre le contrôle». Or, c'est un échec. La guerre menée contre le Hamas est un échec. On voit que le Hamas n'est pas du tout défait. Les spécialistes militaires disent même qu'il a entièrement refait ses forces, même si ses leaders ont été éliminés. Les forces combattantes sont là. Gaza est rasé à 70% et 1,8 million d'habitants y sont toujours. Donc on est dans une impasse. Et certains se demandent si la proposition de Donald Trump n'est pas tellement loufoque qu'elle a pour objectif, parce qu'elle ne se réalisera jamais, évidemment, et personne ne va jamais. Vous comprenez bien que 1,8 million de personnes, 1,9 million de personnes, 2 millions de Palestiniens qui sont restés là pendant 15 mois sous les bombes, qui rejoignent le nord de Gaza alors que tout est détruit, que bien évidemment pendant des mois, si ce n'est des années, leur vie va être un enfer du fait qu'il n'y a plus aucune infrastructure. Et ce pas des gens qui vont partir parce que Donald Trump leur demande. Et que s'il fallait envoyer l'armée américaine, ça serait une nouvelle guerre, une nouvelle catastrophe sans fin. Donc peut-être que l'effet de vouloir provoquer a une réaction alternative. Donald Trump, ces derniers temps, quand même s'illustre par une capacité à dire tout et son contraire. Regardez sur le cas iranien, il annonce qu'il y aura réouverture de l'ambassade des États-Unis, peut-être, ce qui dresse les cheveux sur la tête des membres du gouvernement Netanyahou. Et puis après, il annonce qu'il va prendre des sanctions jamais vues et aggraver la situation économique en Iran. Il dit tout et son contraire. Bon, c'est sa technique pour cacher son jeu. Alors, on ne peut pas déterminer à l'heure actuelle si c'est un camouflet fait à Netanyahou pour lui montrer qu'il a été incapable de gérer la situation et que maintenant c'est juste un chaos supplémentaire, ou si c'est emboîter le pas des plus extrémistes du gouvernement Netanyahou. Effectivement, alors c moi, ce que je trouve terrible dans cette situation, c'est que on a l'impression que le sort des Palestiniens, il s'en soucie peu et que, cette logique en plus de vouloir faire des casinos et cetera, c'est la logique que les Américains ont utilisée, pour leur propre population indigène, hein. Je rappelle qu'ils ont encouragé les Indiens en gros, plutôt que de les aider à s'intégrer mieux dans la société et à trouver des solutions, bah, démerdez-vous, vous aurez des exonérations de taxes, vous avez qu'à vendre des cigarettes et faire des casinos. Un peu une logique très particulière, de l'ascension sociale. Mais là, c'est encore pire puisqu'ils veulent le faire, mais sans les Palestiniens. C'est c'est quand même très problématique. On t'entend pas, Georges. Pardon, Pierre Desplantes nous écrit: «Je n'arrive pas à croire que le but de Trump ne soit pas autre chose que de secouer les élites pour qu'elles prennent leurs responsabilités. C'est une des formes d'analyse, pour le moment, qui peut être faite. Prenez vos responsabilités, État israélien, palestinien, leader arabe, prenez vos responsabilités. Il faut sortir de cette situation. Il faut rappeler que Donald Trump avait fait un pas en avant assez étonnant durant sa première présidence. C'était les accords d'Abraham, même si à l'époque les accords d'Abraham n'incluaient pas de solution nationale pour les Palestiniens. À suivre, on verra bien. Alors, En tout cas, la une, proposition en elle-même est complètement délirante, hein, on est d'accord. Bouger 1,8 à 2 millions de personnes en Jordanie, en Égypte, qui n'en veulent absolument pas, pour tout nettoyer avec un grand balai et faire une belle Riviera avec des casinos. Bon, voilà, c'est les délires Donald Trump. Voilà. Il a un aspect punk assez amusant. c'est surtout, il faut quand même vouloir aller dans une zone où tu auras viré des gens de chez eux, dont une partie quand même très formée au terrorisme. Il faut vouloir aller dans les casinos et dans la Riviera, hein. Moi je tu vois, il y a des endroits un peu plus safe quand même, tu vois, je pense. Mais bon, il a dû voir des images de Dubaï, il s'est dit: «On va faire un nouveau Dubaï», je sais pas, c'est très étrange en fait cette pensée. Puisqu'il faut quand même, des gens, hein, aussi pour peupler donc si tu dégages tout le monde, je sais pas qu'est-ce qu'il va mettre dedans.
On va passer sur un autre sujet qui est, la croissance en France. Donc, l'INSEE a sorti, les derniers chiffres. Donc, apparemment, donc l'INSEE ne se trompe pas, hein, contrairement à Bruno Le Maire, et le PIB a reculé au 4e trimestre, mais a progressé globalement en 2024. Alors, on parle de progression de 1,1, si je ne me trompe pas, bien inférieur à l'inflation. Donc on ne peut pas vraiment parler, de progression. On peut parler en fait, de plutôt de régression globale, puisque si on prend l'ensemble, en fait, on se contracte. C'est-à-dire que c'est une fausse progression. Reste que, voilà, et on a un gouvernement qui semble pas trop avoir pris la mesure de ça, qui cherche pas à réindustrialiser en masse, qui cherche pas à soutenir l'emploi, et dont la seule réponse, c'est moins d'impôts, moins d'impôts, moins d'impôts, et des économies sur le dos des plus pauvres. Donc ce qui probablement va les encourager à consommer encore moins. Donc que se passe-t-il, Georges? Non, mais il se passe qu'on est en récession. Les le maquillage, des comptes publics et de la situation réelle par le gouvernement, enfin, en particulier par les gouvernements Macron, sous contrôle de Macron, c'est totalement, c'est-à-dire jusqu'au gouvernement Attal et puis les 2 gouvernements qui suivent, en particulier celui de Bayrou, sont des gouvernements qui essayent de masquer au plus, la réalité, à savoir qu'on est rentré en récession. Bon, maintenant le chiffre, de l'INSEE le montre pour le 4e semestre. Comme tu as dit, sur l'année, c'est plus 1,1%, sachant que près de 50% de ce PIB, c'est la dépense publique. Dépense publique qui est surgonflée et qu'on est censé réduire. Alors si on la réduisait, la dépense publique, selon les demandes de l'Union européenne, le chiffre serait extrêmement mauvais. Donc en fait, la réalité de la récession, en particulier si on regarde l'état des entreprises, les déficits des entreprises, les fermetures d'entreprises, nous sommes entrés clairement en récession et il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas, puisque l'Allemagne est en récession, la Grande-Bretagne est en récession, l'Italie entre en récession. Euh, on a vu avec l'intervention dont on a parlé hier du PDG de Michelin, dont on a parlé mardi plutôt, pardon, du PDG de Michelin à l'Assemblée nationale, pardon, à la commission, c'était du Sénat, de l'Assemblée nationale, bon, peu importe, une commission du Parlement français, où il indiquait un certain nombre de problèmes, à savoir que, en particulier, l'énergie, le coût de l'énergie, qui est 3 fois et demi supérieur à celui des États-Unis, plus de 2 fois supérieur pour l'électricité, 3 fois et demi pour le gaz et le pétrole, et qui ne peut pas suivre. Donc on entre en récession. C'est la conséquence d'une triple, il y a une triple raison. La première, 2 premières raisons sont structurelles et très anciennes. C'est le choix néolibéral qui a été fait du libre-échange à tout crin, d'ouvrir totalement le marché européen au commerce mondial. C'est la zone du monde qui est la plus ouverte à la concurrence mondiale. Et donc, nécessairement, ça a entraîné énormément de délocalisation et en particulier une désindustrialisation catastrophique pour la plupart des pays, en particulier la France. L'autre raison, c'est la monnaie unique, l'euro. Ça a été suffisamment expliqué très largement. Je vous renvoie aux travaux, entre autres, d'Emmanuel Todd et spécifiquement de Jacques Sapir sur le coût que cela a représenté. Il faut savoir qu'on a quand même en France, nous avons le CICE qui coûte 120 milliards par an, qui sert juste à maintenir notre compétitivité à niveau de ce qu'elle était à l'époque avec le franc par rapport à cet euro qui est surévalué pour notre industrie. Et puis, il y a une raison importante, plus conjoncturelle, c'est la politique menée par rapport à la Russie et se couper des ressources, en particulier d'hydrocarbures, de la Russie, ou de continuer à la recevoir en les payant 3 ou 4 fois plus cher, ce qui est encore plus absurde. On voit ça avec le gaz liquéfié, le GNL.
heu, fait que l'économie s'effondre et on est dans un processus d'effondrement, de l'économie et les raisons sont et structurelles et conjoncturelles. Ça va être très, très, très difficile de remonter la pente et on voit combien le gouvernement patine. Alors, il faut savoir que, l'inflation donc en 2024 n'a été que de 2. Donc en très forte baisse, c'est ce que dit le ministère, de l'économie. Pourquoi? Parce qu'en 2022, elle était de 5,2 et de 4,9 en 2023. Donc on voit que justement, si on compare ça par rapport à la croissance du PIB, on a quand même un problème énorme de récession. Al Alors ils disent: assez modéré et cetera, mais il faut savoir que la baisse, justement, la baisse de l'inflation en 2024 est liée à la baisse du prix de l'énergie. Ce qui prouve bien, comme tu le dis, Georges, que cette question de l'énergie est cruciale et s'être, on va dire, coupé et du nucléaire, du moins diminuer les investissements, mais aussi la question du gaz russe et assassine Et de notre la économie fixation du littéralement. prix de l'énergie et la fixation du prix de l'énergie en Europe. Oui, aussi. La fixation du prix de l'énergie en Europe est indexée sur, le bout de chaîne de l'énergie, c'est-à-dire le gaz. Ce sur dont le prix est le plus variable et dont le prix augmente considérablement à cause du conflit en Ukraine et de la réaction des Européens à ce conflit, à savoir se couper du gaz naturel, russe qui arrivait par pipeline et puis le petit coup de main que nous ont donné les États-Unis en faisant sauter Nord Stream, qui évidemment contribue, à ce chaos. Hem et tiens, je on a Borde, Gérard, qui nous écrit j'ai jamais vu une telle baisse de l'espoir dans l'avenir chez les gens. Beh, oui, c'est s'il y a un vrai marqueur de récession, vous avez raison, Gérard, c'est celui-là et on le voit très, très bien ici. On voit nos proches, nos familles, les gens qu'on connaît et encore pire chez les jeunes. Il se manifeste en particulier Mmh. sur, l'incapacité, ou l'inquiétude, à faire des enfants. Quand je dis incapacité, je ne parle pas de du problème qu'on a soulevé en raison de la manière dont on est nourri et de ce qu'on boit, de la perte de fertilité, en particulier de certains hommes. Je parle tout simplement de l'incapacité matérielle à, à avoir un logement, un logement suffisamment grand, des finances pour s'assurer un avenir. Donc l'ambiance est très très euh, pas vraiment au grand à l'espoir. Et elle note ce que se ressentent les Français. Il faut les écouter. Enfin, on est en récession. Alors, Pierre Desplantes dit se couper de la Russie, justement, nous a coupé d'un partenaire qui nous a ouvert ses portes et ses marchés de consommation en pleine extension. Mais surtout, il faut savoir que le gaz russe était pour pas mal de dogmatisme écolo, le plan B par rapport à l'arrêt du nucléaire. Donc à un moment, quand on s'est coupé le plan A et que le plan B, on le saborde et qu'on n'a pas de plan C, bah, on est dans la mouise. Alors justement, ce que tu disais, résonne Et avec, tu vois, vu ce que qu'a oui, ce qu'a révélé, Éric oui, Anso. je reviens sur, Eric Anso, mais Hugo nous écrit: «Georges, tu planches sur un scénario grec bis pour la France», mais on va tomber dedans. Vous voyez bien les coupes budgétaires avec le nouveau budget, qui va passer, malgré par en 40 par les 49.3, ce sont des budgets de récession. Ce sont des budgets où on va nous inviter à, réduire la dette, non pas par des moyens de relance de l'économie, mais par une austérité très sévère qui va évidemment toucher l'aide sociale, qui va surtout toucher les services publics, l'hôpital et tous les services publics de première nécessité, et donc encore affaiblir la situation dans le pays, oui, évidemment, qu'on se dirige vers ça. Alors justement, Éric Anso a révélé, un peu, ça correspond à ce que tu dis, que les notes secrètes de Bruno Le Maire, publiées par Le Figaro, révèlent que Le Maire, Macron et Attal connaissaient le dérapage du déficit et que les comptes ont été maquillés pour tromper la nation. Un scandale d'État et ce n'est pas le premier depuis 2017. Alors moi, je tiens à dire quelque chose. On Hem, t'écoute Pedro. à l'époque au Brésil, quand Dilma Rousseff
Il y a eu un procès retentissant du Congrès contre elle. On lui reprochait justement, parce qu'on s'est rendu compte par la suite que c'était faux, mais à l'époque, ce qui lui avait été reproché et ce qui a fait que son mandat avait été remis en cause, c'était justement d'avoir bidonné les comptes et reporté sur des années ultérieures certaines dépenses et cetera. En France, il y a même pas une commission d'enquête, rien, personne. Bruno Le Maire est tranquille, il prend sa retraite de ministre, il n'y a aucune conséquence. Et je ne dis pas que, effectivement, au Brésil, ça a été utilisé comme arme politique de manière détournée, mais quand même, on devrait pouvoir l'utiliser bien. Nous, en France, on devrait s'inspirer de ça et être capable, quand il y a des gros problèmes comme ça, de responsabiliser les politiques qui sont en haut de l'État et en particulier le Parlement devrait pouvoir se saisir et faire quelque chose. C'est pas possible qu'on ait des gens qui dérapent comme ça avec, on va dire puisque chaque argent en moins, il faut savoir que la crise économique, ça te pose toujours problème parce que s'il y a des gens qui vont pas être soignés, ces gens vont mourir. Pour ceux qui avaient vu, le film, je crois que c'était avec Brad Pitt, heu, The Big Short, je crois, sur justement la crise des subprimes. À un moment, il y a un des co je crois que c'est, bah, justement Brad Pitt qui conseille des jeunes investisseurs et qui leur dit: «Attention, oui, vous allez gagner beaucoup d'argent, mais là, ce que ces gens auront perdu, ça fait 30 000 morts. Donc réfléchissez bien». Et ben, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, en fait, ce dérapage budgétaire, ça va se chiffrer à un moment. Ça va être des gens qui vont pas être soignés, ça va être et donc ça va se chiffrer très cher. Très exactement. Lizzie Lindsay écrit: «Il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire là-dessus?» Je croyais. Si, si, Lizzie, vous avez parfaitement raison. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire, y compris, j'allais dire du vivant de Bruno Le Maire, enfin du vivant de Bruno Le Maire en tant que ministre de l'économie, qu'il a été pendant 7 ans. Heu, Souvenez-vous, c'était la commission, des finances du Sénat, principalement composée de notables de droite. Donc encore une fois, on n'est pas dans du, France insoumise, hystérique. On est chez des notables de droite et qui, regardant les comptes, alors que Bruno Le Maire était encore, heu, ministre, ont dit: «Ces comptes sont insincères». Et puis, la commission, des finances de l'Assemblée nationale et celle du Sénat ont dit que c'était un scandale d'État. Bruno Le Maire était encore ministre. Et c'est là où on touche quelque chose du doigt et que Pedro soulève avec, quand il dit on devrait, mais c'est qu'il n'y a pas de responsabilité. C'est même plus responsable, mais pas coupable. C'est pas responsable. Regardez Emmanuel Macron. Quoi qu'il se passe, il n'est responsable de rien. Il le dit lui-même systématiquement. Affaires internationales, affaires intérieures, économie, rien. Il est président depuis 7 ans, mais il n'est pas responsable. Voire, il va porter la responsabilité sur les autres en osant, du haut de sa chair, les rabrouer, les rudoyer, les moquer. Mais c'est ce que fait Bruno Le Maire. Donc non seulement ils sont une irresponsabilité totale, mais en plus ils sont empreints d'une morgue, d'un mépris extrême. Il faut entendre quand même Bruno Le Maire a concédé, après qu'il n'ait plus été ministre de l'économie, dans une autre enquête parlementaire, que quelques erreurs avaient pu être faites, mais vexé. Quelques erreurs ont pu être faites dans l'estimation de la relance économique. Quelle relance économique? Donc oui, il a calculé un budget sur une croissance complètement délirante, ainsi que tous les bons économistes lui avaient dit dès qu'il avait annoncé ces chiffres. Ce sont des gens qui se rattrapent aux arbres, aux branches des arbres, ce sont des gens qui, au moment T où se passent les choses, vont modifier les chiffres, donc ils vont faire en sorte que les chiffres du chômage soient bons, que les chiffres de l'inflation soient bons, que les chiffres du commerce extérieur soient bons. Quand je dis bon, c'est pas catastrophique, hein. Et pour ça, ils utilisent toute une série de statisticiens et de gens très intelligents et très compétents qui font rentrer des carrés dans des triangles pendant quelques instants. Mais la réalité éclate. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité. On construit un porte-avions trop court pour un tiers des avions, tout le monde a reçu ses primes, pas de responsabilité.
La SNCF achète des trains, des wagons chez Bombardier qui sont trop larges pour les quais français. Personne n'est licencié, personne, tout le monde reçoit ses primes et comme chez les Shadocks, on se dit: «Ah, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raboter les quais de 1 800 gares». En fait, on en est là. On a une classe politique qui partiellement a trahi et partiellement ne se sent pas responsable des politiques qu'elle mène, des choix qu'elle fait. Oui, effectivement, alors je vois des commentaires, un peu partout, donc Richard Ferrand, alors i je c'est au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État? Moi j'ai un doute si c'est pas au Conseil d'État, mais dans tous les cas, effectivement, on voit qu'il voilà, c'est la république des coquins, comme on l'appelle. Il se place dans un sens pour se empêcher toute poursuite, plus tard. Mais c'est surtout alors certains parlent de décision contre Macron, c'est surtout qu'on n'a pas ces appareils législatifs. Les politiques ne prennent pas en mesure le fait de, on va dire, vraiment aller jusqu'au bout de la démarche et de «criminaliser» entre guillemets ceux qui ont C'est ce dérapé. que Macron, c'est ce que Alain Proust nous écrit et Macron n'est pas «responsable» entre guillemets parce que le parlement le veut bien. Ouais, Mmh. une partie de la classe politique, en particulier parlementaire, abandonne leurs prérogatives. Vous avez raison. Alors on va enchaîner les sujets puisqu'on a notre Bon, invité légèrement en Stéphane. retard, je crois que, notre invité, Stéphane est déjà là, donc on va falloir qu'on accélère Pedro. Tout à Et fait. je t'invite à accélérer. Exactement. Alors j'avais une question pour toi, c'est très rapide. Combien de fois tu laves ton jean par semaine? Parce qu'il y a une Ça ouais, dépend de l'état de saleté, c'est une question bizarre, non, parce qu'en fait, il y a eu une publication de l'ADEME, donc ADEME qui en d'ailleurs, peut-être sera dissoute et n'existera plus, qui, a fait des recommandations sur, comment laver, ses vêtements, en particulier ses sous-vêtements et cetera, et ça a fait hurler beaucoup de gens parce qu'ils disaient pour les jeans, il fallait les laver toutes les 30 fois et ça a masqué le les vrai 30 sujet fois qui est quoi? fait ben en fait, que tu le portes 30 fois et après tu le laves. Mmh. Donc ce que l'ADEME voulait alerter et qui partait, je trouve, d'une bonne intention, c'est qu'effectivement, le surusage de détergents qu'on utilise et qu'on met partout, puis quand on lave, hein, tout ça pollue les eaux et que l'eau est devenue une ressource rare et effectivement, il faut faire attention. Surtout qu'avec le problème des microplastiques, il faut savoir que nos vêtements, à chaque fois que vous les lavez, lâchent des fibres. Ces fibres vont dans l'eau qu'on reboit nous. Donc effectivement, le principe, est intéressant. Mais comme à chaque fois, la communication part totalement de traviole et donc voilà, ils font des recommandations, mais il faut quand même réfléchir à ces questions-là parce que, mine de rien, on va avoir un problème sur l'eau. On le voit, l'eau est très polluée par, les antidépresseurs en France, par les antibiotiques, maintenant par les microplastiques. Il faut pas sous-estimer et à un moment, on peut pas, même en filtrant, bah, il y a de l'eau qui reste donc peut-être que, il faut améliorer, comment ça s'appelle? Les détergents, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça a fait beaucoup rire, des gens, le fait que l'État recommande de ne laver son jean qu'une fois après 30 utilisations. Mais c'est comme, mais Pedro, tu oublies que c'est aussi pour lutter contre Poutine. Vous vous souvenez de Bruno Le Maire? Puisqu'on parlait de Bruno Le Maire, les douches qu'il fallait prendre plus fraîches, plus courtes et porter des pulls, col roulé. On a oublié ça dans les imbécilités, extrêmes de ce gouvernement. Mais il y avait les cols roulés et des douches, moins fréquentes et plus froides. Il y a Rankou, qui nous demande en parlant de la commission, elle en est où celle du fonds Marianne? Et elle est à peu près, au même niveau que la recherche du coffre de Benalla, que nulle part. C'est une honte, c'est un niveau de corruption et de détournement de fonds sur un cas dramatique, hein. Je rappelle que c'est quand même, quelque chose qui a été pensé et fait, pour lutter contre la radicalisation à la suite de l'assassinat et la décapitation de Samuel Paty. Voilà, voilà ce qu'en ont fait, ceux qui nous gouvernent et je trouve que la réponse la meilleure, c'est celle de Darrell Falcon. Le fonds Marianne a été dépensé chez Lily Charmel.
C'est un soutien à l'industrie française, c'est pas mal déjà, hein. Ouais, il faut leur rendre, faut rendre à César ce qui est à César, donc ils ont quand même fait quelque chose. Faut pas être négatif en tout. Allez, en Alors, avant. il reste deux derniers sujets, dont un, je pense que tu vas pouvoir évoquer avec Stéphane Rosès après. C'est l'avant-dernier sujet, c'est cette affiche qui a fait beaucoup parler, donc de la France insoumise qui, met dos à dos, en fait, le PS et le RN, qui a choqué beaucoup de gens parce qu'on est dans on est dans l'artefact de communication parce que le PS n'aurait pas censuré François Bayrou ni le RN et que la France insoumise se poserait comme seule vraie opposition en France. Qu'est-ce que toi tu penses? Alors là, je crois que ce serait intéressant d'en parler avec Stéphane de ça. Mais là, on a un affrontement clair entre le PS et la France insoumise. Je sais pas comment le PS va s'en sortir parce qu'en fait, il a été remis en selle par la France insoumise. Il manque de personnel charismatique, il manque d'idées et la France, insoumise est en sortie complète de route. Mais tu peux permettre l'affiche, elle est amusante, je sais pas si vous avez vu, en filigrane derrière, il y a la menace fantôme, c'est Macron, qui est en sorte de volute de fumée rouge. On le voit pas tout de suite, quand on voit l'affiche, mais c'est Macron qui est bien derrière. Ouais, c'est un petit côté, un mix entre des affiches, de films policiers des années 70 et quelque chose qui est de l'ordre de Star Wars. Ils ont un Alors créatif certains là-bas. disent qu'ils ont fait cette outrance pour masquer, la veste monumentale que s'est pris Louis Boyard, à Villeneuve-Saint-Georges, non? Tu s Non, enfin oui, ça fait partie de l'affrontement. Enfin, si on regarde le nombre de votes, il y a moins de gens qui ont voté pour lui, au second tour qu'au premier. Donc là, il n'y a pas eu de report de vote de la gauche. Mais la France insoumise n'a accepté aussi ni localement ni nationalement de mettre de l'eau dans son vin et est en conflit avec le PS. Il y a un affrontement, c'est le vieil affrontement des congrès du Parti socialiste entre Mélenchon et François Hollande qui se poursuit. Surtout que je crois que la seule demande qu'il faisait, c'était qu'il retire une personne qui avait des propos pro Hamas de la liste. Donc franchement la demande n'était pas considérée qu'elle était, déraisonnable et ils sont restés Oui, enfin, effectivement vu l'intervention de Mélenchon à l'université du Mirail à Toulouse, c'est sûr qu'ils n'allaient pas accepter de retirer ses propos sur de la liste. alors pour finir le dernier Mais c'est vrai sujet que et je pense l'INSEE a raison, le PS est gonflé. Ils ont récupéré leur salle grâce à la FI. Mais est-ce raisonnable de faire un dernier sujet à cette heure-ci? bah, c'est pour que tu fasses le lien avec, Stéphane. C'est en fait la création de l'EDS pardon, l'European Democracy Shield. Donc ce nouveau dispositif, promu par Nathalie Loiseau, le Non, elle va présider ça. Elle pire, a été voilà. élue présidente. Nathalie Loiseau était présidente de European Democracy Shield, donc le Donc bouclier qu'est-ce européen que pour c'est défendre la démocratie. exactement, qu'est-ce que c'est que ce nouveau bazar? Et pourquoi ils estiment que, donc on voit Nathalie Loiseau dans toute sa splendeur, nouvelle présidente de ce bouclier démocratique pour protéger, donc c'est probablement lié à ce qui s'est passé en Roumanie et aux différentes ingérences. Mais alors on n'a jamais fait de bouclier contre les Américains. Non, on n'a jamais fait de bouclier contre les Américains, on n'a jamais fait de bouclier contre Soros, hein. Il faut savoir que madame, Loiseau a été longuement stipendiée par, un des think tanks financés par monsieur George Soros. D'ailleurs, pourquoi pas? Mais là, c'est comme les commissions d'enquête, instituées par, monsieur Glucksmann, par Raphaël Glucksmann, en tant que, heu, en tant que député européen lors de la précédente mandature, c'était pour lutter contre les ingérences. Alors, fort bien. Il s'était penché, lui et sa commission, sur les ingérences russes, les ingérences chinoises, mais complètement raté, mais totalement raté. Les ingérences du Qatar, qui avaient financé
des membres de sa propre commission contre l'ingérence, du Maroc, et évidemment, ne parlons pas des États-Unis, puisque les États-Unis ne font évidemment pas d'ingérence, n'ont pas de lobbyistes à Bruxelles et n'ont pas taillé une Union européenne à leur botte. Ça, ils ne les voient pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bouclier européen pour défendre la démocratie? Ah ben, c'est un bouclier pour que rien ne change et qui va aller à l'encontre des peuples. D'ailleurs, on voit dans la manière dont il a été mis en place, heu, un tiers du Parlement européen n'y a pas été convié. Alors, qu'on soit pas d'accord avec eux, c'est une chose, mais ils ont été élus. Alors, il se fait que c'est la droite conservatrice ou l'extrême droite du Parlement européen, mais le bouclier ne les concerne pas. D'ailleurs, il a l'air un peu orienté contre eux. C'est étonnant quand on est dans des logiques démocratiques. Donc, c'est bien évidemment, ça va être orienté contre Orban, qui est de droite, mais aussi contre Fico, le Premier ministre slovène, qui lui est de gauche. Slovaque, Bref, slovaque. pardon, slovaque, oui, j'ai slovène, slovaque, merci. Euh, c'est la réaction à ce qui s'est passé en Roumanie, qui est complètement sidérant. En Roumanie, on a accusé le candidat, certes d'extrême droite, et qualifié de pro-russe. Alors, qualifié de pro-russe dès qu'on veut renouer des relations commerciales ou qu'on se plaint des risques pour l'économie de son pays en raison des choix absolument sidérants pris par l'Union européenne, en particulier en termes d'énergie, on a dit tout à l'heure, de relations avec la Russie sur les questions énergétiques. Euh, donc c'est une sorte de... Ça va être un club de censure interne à l'Union européenne qui va déterminer qui est démocratique et qui ne l'est pas. Vous voyez bien évidemment que tout cela a de démocratie que le nom, et si c'était drôle, ce serait une farce. Malheureusement, je pense que ça va être tragique et que ça va encore plus contraindre la démocratie. C'est l'incarnation dans une nouvelle institution de ce que disait l'ancien président de la Commission européenne, monsieur Jean-Claude Juncker. Il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités. Il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités. Cette commission va s'en assurer, donc elle porte mal son nom, c'est une commission de censure. Merci Georges, parce que c'est vrai qu'avec, cette Europe, du moins cette Union, européenne fédérale qui avance à grands pas, le sujet est réel et justement toutes ces mises en place font que si malheureusement on arrive au stade de l'Union, européenne fédérale, ils auront tous les outils pour bâillonner les populations et donc toute opinion contraire sera considérée comme de l'ingérence, soit des Russes, soit des Chinois. On n'en est pas encore au niveau des Américains à nous mettre des peines de prison si on utilise des outils russes ou chinois, mais je pense que ce sera bientôt proposé vu que les chansons des petits enfants russes sont aussi considérées comme très dangereuses, donc on n'est pas, à ça près. Ce que je te propose, c'est j'avais un sujet qui était resté en réserve, qui était, un sujet d'Alexis Poulain. Ouais, une petite émue pensée pour la régie de fréquence populaire. Ouais. Ils seront fusillés en coup, il y a aucun problème. Exactement. Donc, il y a une réglementation européenne qui vient de passer, heu et donc cette réglementation européenne dit qu'il y aura on a le droit d'avoir un minimum de poudre d'insectes dans nos aliments. Alors on sait que certains voient l'insecte comme, le futur de l'alimentation carnée, c'est plein de protéines et cetera. Mais bon, alors je sais qu'en Chine, ils adorent manger plein de trucs bizarres et dans d'autres pays aussi. En France, c'est pas trop notre culture. Alors on mange des trucs bizarres, hein, le boudin, le fromage corse avec, plein d'acariens et cetera. Mais les insectes, ça fait pas trop partie de notre patrimoine culinaire. Alors, va-t-on, faire des couscous de cafards ou des kebabs aux menthes religieuses? Bah, écoutez, c'est vrai que moi j'ai vécu dans des endroits un peu étranges et
j'ai mangé des fourmis, des sauterelles grillées, et c'est très bon. Heu, le truc, c'est que, c'est pas comme tellement dans la culture européenne et surtout, ça dénote, encore, une fois la liberté donnée à l'agroalimentaire de faire n'importe quoi et de mélanger tout un tas d'ingrédients sans qu'on soit, très au courant de ce qu'il y a. C'est là qu'est le problème. Si les gens veulent manger des grillons et des sauterelles, pourquoi pas? Mais que ce soit, des sauterelles et des grillons et pas mélanger du fromage. Je ne comprends pas par contre du tout qu'est-ce qu'il irait faire de la poudre, hein, d'insectes dans du fromage et les idées baroques de l'industrie agroalimentaire pour gagner de l'argent, sont, en général assez catastrophiques. Je te laisse la main Pedro. Alors d'ailleurs, je vais vous faire rire. L'autre jour, donc je passais avec mes enfants, devant une gare parisienne et donc parfois il y a des gens qui donnent des trucs de pub et donc ils donnent des trucs et donc les enfants souvent ils récupèrent, je sais pas, des gâteaux, des trucs comme ça, donc on nous donne ça et donc je l'ai gardé parce que personne n'a osé ouvrir et donc on nous donne ça et donc les enfants ils font: «Waouh, c'est des bonbons! Ah, c'est dégueulasse!» Mais c'est pas si mauvais que ça. Mais le problème, c'est les mélanges baroques. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'a proposé Pedro. On va, eh bien, vous dire au revoir, bonne journée. Comme ça, vous pouvez avoir un délai, entre les images affreuses d'insectes dans des boîtes que nous avons fait Pedro et votre déjeuner, hein, voilà. «C'est magnifique, regarde!» Tu vois? Bon, cette matinale est C'est très pour l'apéro. voilà, voilà, C'est c'est les goût Russes. barbecue en plus, tu vois? Voilà, Watou a raison, c'est les Russes, c'est Poutine. Donc, au revoir à tous. On va faire, rappeler Stéphane et on va faire une interview, séparée et qu'on, publiera, au mieux ce soir, ou demain dans la journée. Voilà, bonne journée à tous. Merci beaucoup et désolé pour, ce bug, ça arrive. Je ne vous dis pas rendez-vous à demain, ça sera Pedro, et Eric ou Tristan et je vous dis rendez-vous à lundi. Alors non, je ne mangerai jamais ça. Non, jamais. Merci beaucoup.